Aujourd'hui, on va explorer une théorie fascinante qui pourrait faire des neutrinos une sonde improbable pour dévoiler la matière noire. On parlera ensuite d'Artemis 2 qui s'approche, des déboires de Rocket Lab avec la Neutron, des calculs de The Exploration Company pour grandir en Europe, et d'une annonce un peu folle de SpaceX. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Vous rêvez peut-être de créer votre propre start-up du spatial. Si vous vous lancez, il vous faudra à un moment donné créer un site web. Ce sera votre vitrine auprès de vos clients, de vos partenaires, de vos investisseurs ou même des youtubeurs. Et oui, on pioche une bonne partie de nos infos sur les sites web des entreprises dont on parle. Il y a encore quelques années, créer un site web, ça pouvait faire peur. Soit on y passait un temps monstre, soit il fallait payer une agence et ça coûtait vite très cher. Heureusement, notre partenaire du jour, Odoo, a créé une solution bien plus simple et abordable. Odoo est une plateforme qui regroupe plus de 45 applications dédiées aux entrepreneurs pour les inventaires, la gestion de projets, la facturation ou justement la création de sites web. Leur créateur de site est hyper intuitif, pas besoin de s'y connaître en programmation ou en web design. Il s'articule autour de blocs qu'on peut glisser-déposer pour construire et personnaliser une page web. On peut ensuite y ajouter des images, du texte, des animations pour un rendu hyper personnalisé et pro. À vous alors d'optimiser le design et le contenu pour obtenir le meilleur résultat. Là où Odoo fait très fort, c'est du côté de leur politique tarifaire. La première application est gratuite à vie avec support et hébergement inclus en illimité. Vous pouvez donc sélectionner l'application de votre choix, comme le créateur de site web par exemple, et construire le vôtre. Vous aurez même droit à un nom de domaine personnalisable gratuit pendant 1 an. Les autres applications peuvent ensuite devenir accessibles à partir de 19,90 € par mois. Si l'offre vous intéresse, vous pouvez commencer à construire votre propre site web en quelques clics en passant par le lien qui est en description sous la vidéo. Et nous, on retourne aux actualités spatiales. L'un des mystères les plus intrigants de la cosmologie moderne est insondable. La matière noire porte bien son nom. On ne peut pas la voir ni la toucher. Elle ne semble pas interagir avec la matière ordinaire, ou en tout cas très peu. Le seul indice de son existence, c'est sa masse. Elle laisse deviner sa présence dans les galaxies et amas de galaxies en altérant leur comportement. Elle a imprimé une empreinte énorme sur l'univers, et pourtant, elle est toujours aussi élusive. On considère que 85% de la masse de l'univers est de la matière noire. Une matière dont on ignore tout, à commencer par sa nature. S'agit-il d'une particule, d'un groupe de particules, de quelque chose de plus exotique? Pour percer ce mystère, les physiciens font des modèles. Ils essayent de comprendre ce que la matière noire pourrait être et ils prévoient alors ses interactions. En effet, dans la plupart de ces modèles, la matière noire est plutôt grise, très foncée. Elle a bien quelques interactions très rares avec la matière classique ou avec elle-même. Et ces réactions peuvent produire d'autres particules moins exotiques qu'on pourrait détecter. C'est en tout cas la théorie. Le modèle des WIMPs prévoit par exemple que ces particules massives de matière noire devraient de temps en temps s'autodétruire lorsqu'elles se rencontrent. Cette annihilation produirait des rayons gamma, et les rayons gamma, on sait les détecter. On peut ainsi deviser des moyens indirects de trahir l'existence et la nature de la matière noire. Pour le moment, ces tentatives n'ont rien donné. Mais chaque année, de nouvelles idées sont proposées. C'est l'une d'entre elles qui va nous intéresser aujourd'hui. Des chercheurs pensent avoir trouvé un témoin qui pourrait enfin lever le voile. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un groupe de particules lui aussi très discret, les neutrinos. Les neutrinos constituent un candidat presque parfait pour expliquer la matière noire. Ils ont une masse, certes faible, et ils interagissent très peu avec la matière classique. Près de 100 000 milliards de neutrinos traversent votre corps à chaque seconde, et vous ne vous rendez compte de rien. Pour nous, ils sont comme transparents, c'est presque comme s'ils n'existaient pas. Et pour eux, on est également comme transparents. On fait notre vie en partageant le même espace, mais en se passant toujours à travers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu des décennies de recherche expérimentale entre leur découverte théorique et la première preuve de leur existence physique.
Les neutrinos ne sont cependant pas la matière noire. Leur problème, c'est qu'ils bougent très vite et ne s'agglomèrent pas vraiment. Ils ont tendance à se disperser dans toutes les directions. Or, on est presque certain que la matière noire, la vraie, est froide. C'est le terme que les physiciens emploient pour dire qu'elle bouge lentement par rapport à la vitesse de la lumière. C'est ce qui lui permet de s'agglomérer et de former des halos de matière noire, sur lesquels sont venus se greffer les galaxies. Cependant, un groupe de chercheurs vient de proposer une hypothèse fascinante. Et si la matière noire et les neutrinos interagissaient ? Et si les deux fantômes de l'univers, les deux groupes de particules qu'on a le plus de mal à voir, réagissaient l'un avec l'autre ? Le centre de leur raisonnement s'articule autour d'un autre problème cosmologique qui est en train de prendre de l'ampleur, la tension S8. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez probablement la tension de Hubble. Un problème qui oppose des mesures dans l'univers primordial et de l'univers récent. La tension S8 a le même problème, mais pour un paramètre différent. D'un côté, les observations du fond diffus cosmologique, vestige de l'univers primordial, prédisent un cosmos très structuré, où la matière s'est fortement agglomérée sous l'effet de la gravité. De l'autre, les observations de l'univers récent, basées sur la lentille gravitationnelle faible, racontent une autre histoire, celle d'un univers plus lisse, où l'agglomération des structures semble avoir été freinée. Le paramètre S8 sert précisément à quantifier ce niveau d'agglomération de la matière. Et dans le cadre du modèle standard, ces deux visions devraient coïncider. Mais ce n'est pas le cas. Soit certaines de nos mesures sont biaisées, soit quelque chose dans l'histoire de l'univers a ralenti la formation des grandes structures. C'est ici que les interactions entre neutrinos et matière noire pourraient avoir leur rôle à jouer. Si on modélise cette dernière, on peut atténuer la tension S8 et expliquer pourquoi l'univers s'est peut-être moins aggloméré qu'on aurait pu le prédire en observant le fond diffus cosmologique. Une manière d'avancer sur deux problèmes à la fois, ce qui est forcément séduisant. Bien sûr, ça n'a pas valeur de preuve, et il sera très difficile de fournir une preuve de ce mécanisme. On parle d'observer les interactions d'une matière invisible et d'une particule qu'on a tout le mal du monde à détecter. Deux fantômes, longtemps ignorés, qui pourraient avoir laissé leur empreinte sur la croissance des grandes structures de l'univers. Allez, la grosse news de la semaine, c'est bien sûr Artemis 2, la mission de retour vers la Lune, qui pourrait décoller dans les jours qui viennent. Théoriquement, la fenêtre de tir commence dès ce dimanche. En pratique, on en saura plus dans les prochaines heures. La NASA a mené ces derniers jours un Wet Dress Rehearsal, une répétition générale de toutes les étapes qui mènent au lancement, avec interruption juste avant la mise à feu. Il est un peu trop tôt au moment où on écrit ces lignes pour vous dire si tout s'est bien passé. On mettra un commentaire épinglé sous la vidéo s'il y a un peu plus d'informations. Comme vous le voyez sur cette infographie de TLP Network, les opportunités de lancement sont réparties dans les jours qui viennent, sinon il faudra attendre mars ou avril. La mission s'étalera sur une dizaine de jours et on essaiera de couvrir au mieux les différentes étapes, le départ de l'orbite terrestre, l'arrivée en orbite lunaire ou le retour sur la Terre. La NASA et ses partenaires mènent une mission ultra ambitieuse qui va récolter énormément de données utiles pour la suite, notamment côté médecine spatiale. Ce sera la première fois depuis 50 ans que des humains quitteront l'orbite basse, qui est plutôt bien protégée des radiations de l'espace interplanétaire. On pourra donc suivre l'impact de leur mission sur leur corps avec tous les progrès réalisés par les instruments médicaux depuis un demi-siècle. J'ai personnellement très hâte de voir les images du survol de la Lune et les réactions des astronautes. J'espère qu'ils vloggeront un peu pour nous dire qu'est-ce que ça fait de voir la Terre devenir de plus en plus petite dans le hublot. Il faudra probablement se tenir à l'affût pour ne pas rater le décollage en live. Je ne serais pas étonné que celui-ci soit reporté à mars, voire avril. Avec des vies en jeu, la NASA ne prendra aucun risque si elle a le moindre doute. La mission suivante, Artemis 3, celle qui posera un équipage sur la Lune, devra patienter un peu. L'atterrisseur nécessaire à la mission n'est pas prêt. On surveillera tout de même le développement du vaisseau Blue Moon de Blue Origin qui pourrait éventuellement endosser ce rôle. Sur le sujet, le Blue Moon Mark I, une version préliminaire du véhicule, dédié au fret, va également voler dans les mois qui viennent. Blue Origin a terminé sa fabrication et il a été envoyé la semaine dernière au Johnson Space Center à Houston pour des tests d'exposition au vide et à des températures extrêmes. Cet atterrisseur a également été baptisé, il se nommera Endurance. Sa mission devrait être tout aussi passionnante qu'Artemis 2, avec une tentative d'atterrissage de précision, le test en conditions réelles des moteurs BE7,
et tout plein d'expériences qui doivent faciliter les alunisages suivants. Si on ajoute à ça la mission chinoise Chang'e 7 qui est prévue pour cet été, l'actualité lunaire va être ultra chargée. Nul doute également que l'astronaute française Sophie Adno va suivre tout ça de près. Alors qu'elle s'apprête à partir pour une première mission longue sur la Station Spatiale Internationale, elle sait qu'elle peut théoriquement prétendre à un siège pour une mission Artemis. Rien n'est encore joué et la concurrence va être rude dans le corps des astronautes européens. Mais il y a de bonnes chances pour qu'un Français au moins aille faire des traces de pas dans la poussière lunaire d'ici le milieu de la prochaine décennie. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là et on imagine que Sophie a de toute manière la tête à 100% dans sa mission. Décollage prévu la semaine prochaine, on vous en parlera jeudi. Aux États-Unis, les fusées se suivent mais ne se ressemblent pas toutes. Parmi les acteurs du New Space, il y en a quelques-uns qui ont décidé de ne pas suivre la formule Falcon 9 pour les lanceurs réutilisables. C'est le cas de Rocket Lab qui travaille sur la fusée Neutron qu'on aime beaucoup personnellement. Très trapue, elle conserve son second étage en suspension à l'intérieur du premier. Celui-ci doit revenir avec ses coiffes en une seule pièce, une façon de récupérer presque tout à chaque vol. Seulement, le développement de la Neutron, déjà en retard, vient de subir un revers. Un réservoir du premier étage s'est rompu lors d'un test de mise sous pression, ce qui pourrait retarder le premier décollage de la nouvelle fusée prévue pour cette année. Je ne serais pas étonné qu'on vise dorénavant 2027. On aura des news dans les semaines qui viennent. Rocket Lab peut cependant se reposer sur le succès de son micro-lanceur Electron, qui a déjà effectué 2 missions en janvier. Les choses sont également compliquées en Europe, où Isar Aerospace prend son temps. On attendait leur deuxième mission la semaine dernière, il faudra finalement patienter jusqu'à mars. L'entreprise a communiqué une nouvelle date il y a quelques jours après avoir surmonté un problème de vanne. La prochaine mission européenne devrait donc être Ariane 64 le 12 février. À plus long terme, les choses prennent un tour intéressant dans le paysage européen, avec notamment The Exploration Company qui a des vues sur l'entreprise britannique Orbex. Pour comprendre ce qui rend cela intéressant, rappelons qui sont ces deux acteurs. The Exploration Company est une entreprise franco-allemande qui travaille notamment sur le vaisseau Nyx, une capsule pressurisée qui pourrait à terme faire du vol habité. Ils ont fait plusieurs grosses levées de fonds et ont obtenu des contrats de développement avec l'Agence spatiale européenne. C'est très certainement un des acteurs les plus prometteurs du New Space européen. Depuis quelques années, The Exploration Company développe également une série de moteurs fusées, certains tout petits, d'autres de classe Raptor. Faire des moteurs c'est bien, mais il faut un jour les intégrer sur un lanceur. Justement, Orbex est une entreprise du Royaume-Uni qui développe un micro-lanceur Prime. Ils font partie des 5 lauréats du Launcher Challenge, une compétition de l'ESA qui promet des récompenses allant jusqu'à 900 millions d'euros. Orbex a cependant des difficultés financières et leur filière danoise s'apprête à déposer le bilan. Les calculs de The Exploration Company paraissent donc ici assez évidents. En rachetant Orbex, ils mettraient la main sur un gros contrat de l'Agence spatiale européenne et les financements qui vont avec. Ils finiraient également d'européaniser leur entreprise. Avec des installations en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ils auraient un pied dans les marchés qui comptent le plus et les oreilles des gouvernements les plus influents pour la politique spatiale du continent. L'opération n'est pas encore faite et on reste donc pour le moment au conditionnel. Je suis personnellement curieux de savoir ce que The Exploration Company ferait de la fusée Prime. Peut-être l'occasion de la remotoriser avec les solutions développées en interne, voire à plus long terme de se placer pour l'après Ariane 6, mais on en est encore loin. Ce qui est sûr, c'est que les lancements vont s'accélérer en Europe comme partout ailleurs. Le leader de l'industrie SpaceX ne semble en tout cas pas vouloir ralentir, bien au contraire. L'entreprise serait en train de négocier avec la FCC pour obtenir l'autorisation de lancer jusqu'à 1 million de satellites. C'est ça, vous avez bien entendu, 1 million de satellites. J'ai également levé un sourcil en lisant ça. C'est la même application qu'on a régulièrement soulignée sur la chaîne ces derniers mois. Des data centers orbitaux au service de l'intelligence artificielle. L'entreprise pense que le Starship peut permettre d'envoyer jusqu'à 1 million de tonnes en orbite par an, ce qui permettrait de déployer jusqu'à 100 gigawatts de puissance de calcul chaque année, en limitant l'impact de ces data centers sur l'écosystème terrestre. On peut y voir une sorte de prototype de sphère de Dyson, ou si on est un peu plus sceptique, une simple annonce boursière. Rappelons que SpaceX veut réaliser une introduction en bourse cette année, et que les promesses folles suffisent parfois à maintenir des cours très hauts pour des entreprises de la tech. Ça a très bien marché pour Tesla, ça pourrait donc être une stratégie viable pour SpaceX également.
Bref, sur ces considérations, on arrive au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Allez, je vous rappelle que vous pouvez tester l'outil de création de site web Doodoo en passant par le lien qui est en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.